Bonjour à tous, bienvenue au deuxième épisode de Deuxième Degré, le balado. Important de dire balado, hein, on parle en français dans ce podcast, et non un podcast, c'est un anglicisme. Donc le balado télévisuel parrainé avec la télé communautaire de Waterloo, toujours en direct des Champs-Élysées. Toujours en direct ici, comme vous voyez. Ceux qui sont dans l'audio, en fait, il y a un beau, pour rendre Félix à la maison qui revient d'Europe, on a un beau portrait en arrière là, des Champs-Élysées, directement pour lui. On voulait peut-être faire jouer la chanson, mais ça a l'air, on nous a dit qu'on n'avait pas le droit, je pense, on n'a pas assez de budget encore. On n'est pas riche pour ça, en tout cas, ça a l'air. Tu veux la chanter sinon, des Champs-Élysées? Oh, Champs-Élysées! C'est tout ce que je peux faire, maintenant. Ben voilà, Félix, veux-tu parler un peu de l'épisode qu'on va faire aujourd'hui? Ben oui, écoute, pour le deuxième épisode, en fait, le thème, c'est les milieux boisés, puis dans le fond, le développement d'urbanisme à l'intérieur de ça. On a deux invités très intéressants, qui viennent de milieux différents, mais qui ont quand même des buts qui sont relativement similaires. Moi, je pense que ça va vraiment intéressant comme émission. On a Madeleine Gauthier, en fait, qui est avec nous à l'Initiative pour l'avenir, mais aussi impliquée dans les Amis des boisés de Granby. Écoute, elle a vraiment beaucoup de bonnes choses à dire. Ouais. Puis on a Paul Goulet, en fait, qui est conseiller municipal à Granby dans le district 2, qui, en fait, s'occupe d'aménagement à Granby. Et c'est vraiment intéressant, en fait, d'avoir les perspectives des deux. Puis on va prendre une super bonne discussion, je suis certain. J'ai aimé la transition de... On parle des Champs-Élysées, puis là, on embarque dans le sujet. Ça, ben, écoute, ça c'est bien, ouais. Ben oui. Ben, parfait, donc on va recevoir les invités dans 2 secondes. On va aller les chercher. De retour avec nos 2 invités de la journée, donc Paul Goulet. Paul, est-ce que tu veux un peu expliquer t'es qui, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Paul Goulet, conseiller municipal district 2 à Granby et également président du comité de protection et d'aménagement du territoire. Parfait. Et Madeleine Gauthier également, de l'autre côté de la table. Bonjour, Madeleine Gauthier, fière citoyenne de Granby, 19 ans-ish, et très impliquée et essaye de l'être dans ma communauté le plus possible dans la cause environnementale, entre autres. Parfait. Parfait, ça. Hey, j'avais une question, en fait, pour toi, Madeleine, en partant. Oui. Puis, en fait, c'est comment tu as découvert un peu ton intérêt pour la cause environnementale? Parce que, tu sais, à 19 ans, c'est pas tout le monde. Hein. Oui, bien, en fait, tu dis 19 ans, pas trop, mais à cause de mon âge, je pense que ça a amené beaucoup de questionnements parce qu'on est la génération une des premières générations qui vit les impacts des changements climatiques à notre âge. On le voit dans les nouvelles, dans les pays en développement qui ont de la misère. Ben c'est ça, on est obligé un peu d'être conscient de ce qui se passe. Puis après ça, c'est de prendre la décision, est-ce que tu t'impliques en sachant ça ou si tu laisses ça aller. Puis il n'y a pas de mal à ça. Il y a des gens aussi qui sont anxieux puis qui ont de la misère à prendre des actions. Puis il ne faut pas se le reprocher. C'est pas tout le monde qui gère le stress de la même manière. Moi, j'ai décidé de canaliser ça dans l'implication citoyenne le plus possible. Puis j'ai l'impression que ça l'aide un peu à gérer cette anxiété-là. Fait que oui, la cause environnementale, puis il faut le voir aussi d'un aspect positif, d'essayer de promouvoir au lieu de détruire, puis de... la politique de la peur, oui, peu, c'est ça, exactement. Faut rendre ça joyeux, de s'impliquer pour l'environnement, là, c'est sûr. Puis Paul, toi, ton mandat en tant que conseiller municipal, c'est l'aménagement du territoire et la protection du territoire. En gros, tu as comme on a parlé tantôt, mais c'est deux défis quand même à balancer. Pourquoi est-ce que tu as choisi parce que je ne sais pas si tu l'as choisi ou ça a été imposé, mais pourquoi ce milieu-là en particulier? Bien, je vais commencer en vous remerciant de l'invitation et de l'opportunité. Ça me fait plaisir aussi, étant donné que j'ai l'âge de vos parents. C'est un peu pour ça que je fais de la politique municipale. C'est pour mes filles qui ont votre âge, puis pour ceux qui suivent. J'ai aussi commencé à m'impliquer quand j'étais plus jeune, secondaire 5, J.H. Leclerc, président du conseil étudiant, après ça, secrétaire général au cégep. Puis après ça, j'ai commencé à m'impliquer, militer davantage dans différents partis, travailler pour différents ministres sur la colline à Ottawa et tout ça. Fait que ça m'amène aujourd'hui à avoir un intérêt pour la chose publique et puis pour le milieu municipal dans la mesure où c'est quelque chose qui... c'est une aventure de proximité avec les citoyens. On a un impact au quotidien dans la vie des gens. Et puis, pour répondre, Félix, à ta question, je n'ai pas choisi. C'est la prérogative de Mme la mairesse. Je la remercie d'ailleurs parce que je considère que le comité d'aménagement de protection du territoire, probablement le comité qui a les plus grands enjeux actuellement par rapport à la protection des milieux naturels, par rapport à la densification, par rapport à tout ce qui doit être mis de l'avant
pour offrir un environnement de vie à nos citoyens optimal. Fait qu'il y a des enjeux, on le voit beaucoup dans l'actualité dans les dernières semaines, entre autres. Fait que je suis très content d'être là. Puis le comité le reflète, c'est le plus gros comité à l'Hôtel de Ville sur lequel il y a 4 conseillers et la mairesse et aussi des fonctionnaires de haut niveau, dont le DG, le DGA et les responsables de l'environnement, de l'urbanisme et tout ça. Fait qu'on veut davantage penser et réfléchir à comment on va développer notre ville. On veut continuer à avancer, mais il faut bien le faire. Et je pense que dans les 7 premiers mois de notre mandat, on a pu démontrer concrètement à la population vers où on allait, puis de quelle façon cette administration-là voulait poursuivre son développement, mais dans le respect là, des milieux et des gens. Puis on vous remercie d'ailleurs de vous impliquer. C'est pas un job facile d'être conseiller municipal. Puis c'est un beau défi que vous avez en effet. Puis je pense que vous allez être capable de le... Et ce n'est qu'un début. Ben oui, c'est sûr, c'est sûr. J'ouvre la discussion un peu. Ouais. On embarque dans le sujet sur le déboisement, mais tout ce qui rapporte aussi à l'aménagement urbain. Comment est-ce qu'on fait pour avoir un déboisement éthique, si on veut? On en parlait, c'est sûr que c'est un peu la question très compliquée, très ouverte. Le meilleur des mondes, on voudrait habiter avec des arbres puis des maisons qui cohabitent et tout ça. Comment on fait pour cohabiter un déboisement éthique puis une habitation, un aménagement du territoire? Je ne sais pas si tu veux peut-être te lancer. C'est sûr que dans le monde idéal, on vivrait tous dans la forêt, puis on se mangerait des animaux qu'on tue nous-mêmes. Mais on n'est pas dans ce monde-là, c'est sûr. Puis c'est dur de faire abstraction du fait que la population augmente, puis que la demande de maisons augmente aussi, que les gens des métropoles veulent s'en aller en région. Puis c'est dur de faire abstraction de ça. Donc oui, éventuellement, il faut créer des logements. C'est essentiel, mais après ça, c'est le comment qui est dur à voir parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir les mêmes manières de faire que dans les dernières années parce qu'on voit que ça a créé des problèmes. Puis c'est sûr que c'est une grosse discussion à avoir. Je vais prendre la balle au bon. Dans le fond, puis je ne veux pas limiter ça. Granby étant une ville-centre, je vais y aller de façon plus large que pour ce qui est spécifique. À la ville de Granby comme telle, il y a toute la question de ce qu'on doit faire au niveau à l'intérieur du périmètre urbain, là, considérant aussi qu'il reste très peu de terres à développer. Si on regarde de façon spécifique Granby, il reste 6 grands boisés qui sont régis par un PEA. Il y a eu des grands gestes qui ont été faits par l'administration précédente, il faut le reconnaître, d'amener une protection jusqu'à 50% de ces boisés-là. Et ce qu'il faut penser au niveau de la protection, de la cohabitation, non seulement, oui, c'est important, les milieux naturels, les milieux humides, mais on a aussi une sensibilité accrue et croissante par rapport à tout ce qui est la question de la connectivité aussi. Le plus bel exemple que je peux vous donner, parce que c'est un actif régional, quand on parle du Centre d'interprétation de la nature à titre d'exemple, qui est justement dans mon district. On veut s'assurer par rapport à ce secteur-là, par rapport aux boisés aussi, qui se retrouvent entre le parc Terry Fox et le Centre d'interprétation de la nature, qui est un des 6 PEA, là, qu'on ait une bonne réflexion sur justement comment on peut développer ça dans le respect, puis j'insiste là-dessus, puis c'est là que j'ai les doubles chapeaux, puis c'est pas toujours facile, parce que faut aussi respecter les propriétaires terriens. Il faut aussi regarder comment on veut le faire en reconnaissant, à titre d'exemple, que certains de ces lots-là sont des lots qui appartiennent à des familles depuis des générations. Fait qu'il doit y avoir une certaine sensibilité dans la réflexion et dans l'approche des enjeux qui y sont rattachés. Fait que je vous dirais que c'est beaucoup ce qui motive actuellement notre réflexion par rapport à où on veut aller, et de s'assurer aussi, étant donné qu'il reste si peu de terres à développer avant d'arriver au milieu agricole, et l'administration actuelle n'a pas le désir, évidemment, d'aller toucher au milieu agricole. Fait qu'il faut bien le faire. Fait que plus les espaces deviennent rares, plus on a l'obligation, en tant que décideur, de faire des bons choix. Et puis ça va se refléter sur la qualité de vie, parce que je pense que l'époque où on développait
dans le quantitatif est résolu, puis on doit y aller dans le qualitatif, et puis c'est là qu'on est. Puis ça, c'est le qualitatif, en fait, ça passe par la caractérisation. C'est un des termes qu'on utilise beaucoup dans les organismes de conservation, c'est de savoir, oui, il va falloir développer un jour, puis il y a des milieux naturels qu'on va devoir sacrifier, mais il faut savoir ce qu'on sacrifie, puis il faut savoir ce qu'on veut protéger. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des experts en environnement, des biologistes, des écologistes qui passent dans ces milieux-là. Puis que même si un jour on venait à les détruire, bien, on va le savoir ce qu'on a détruit. Puis après ça, quand on voit des problèmes dans les quartiers, bien, il y a quelques choses dans les caractérisations qu'on va voir. Bien, écoute, un des problèmes qu'on a dans notre quartier, ça vient du fait qu'avant, dans ce milieu-là, bien, il y avait un milieu humide où il y avait une certaine espèce. Puis si on voit des chevreuils arriver dans le quartier, bien, pourquoi il y en a là? Bien, c'est parce qu'il y en avait dans le milieu d'avant. Puis après ça, avec une caractérisation, on est capable de dire, bien, est-ce que ce milieu-là, est-ce que c'est un milieu d'intérêt? Est-ce qu'on n'a pas le choix de le garder parce que des pourcentages, c'est super bon, le 50%. Puis il faut savoir, en fait, qu'est-ce qu'il y a dans ces pourcentages. Quel prioriser, oui, c'est ça. Parce que c'est une question d'allocation de ressources aussi rendue là. Parce que les biologistes, maintenant, sont capables de dire, bien, un milieu humide, par exemple, ça a tel service écologique aux citoyens. Fait que c'est important, les milieux humides sont déjà protégés. Il y en a qui sont complémentaires à d'autres aussi. Oui. Ça, j'imagine qu'un milieu humide, mettons, va être complémentaire à d'autres milieux boisés. Tu peux pas avoir comme juste un ou juste l'autre, j'imagine. Mais ça, un milieu naturel, quand il est isolé, il y a plusieurs services écologiques qui sont perdus. Okay. C'est pour ça qu'on parle de corridors écologiques puis de connectivité. Là. Je pense que c'est important dans toute la démarche que l'on fait, de poursuivre et d'accélérer la sensibilisation, l'éducation. Il y a une urgence d'agir, il est vrai. Il y a aussi une dimension malheureusement économique à tout ça. Et quand je vous dis de devoir à la fois assumer une responsabilité au niveau du comité de l'aménagement, donc du développement et de la protection du territoire, ça l'oblige à bien informer la population sur les choix qu'on doit prendre. Il y a aussi une nécessité qu'on a actuellement de travailler de façon différente avec les promoteurs immobiliers. Il y a des façons de faire qui ne sont plus les façons de faire. Et je crois qu'on est à la bonne place parce que les gens qui sont du milieu ou de la réflexion plus pro-environnement et les promoteurs, les deux trouvent qu'on est dur avec eux. Fait qu'on doit être, j'imagine, à la bonne place quand à la fois les gens trouvent qu'on va pas trop loin et qu'on va trop loin. Ben c'est peut-être qu'on est sur une piste intéressante, mais on travaille étroitement avec tous les intervenants du milieu économique et les intervenants qui sont là pour représenter les intérêts du milieu écologique et environnemental. Et on se défile pas, que ce soit Madame la mairesse, que ce soit ma collègue Catherine Baudin au niveau du développement durable, ma collègue Geneviève Roux au niveau de la qualité de vie puis des dossiers sociaux, et aussi dans notre comité, parce que je nommais les gens qui sont sur le comité de protection et aménagement du territoire, il y a aussi notre collègue Robert Vincent. Fait que ce qu'il faut comprendre, ce que Mme la mairesse a mis de l'avant, qu'on ne voyait pas avant, parce que anciennement, les gens fonctionnaient en silo, c'est qu'on a alentour de la table l'ensemble des décideurs de la boucle du développement. Fait que, quand on parle de développer des nouvelles infrastructures, avec ce que ça l'amène au niveau de l'étalement, qu'on essaye de limiter au maximum pour essayer davantage d'aller vers des projets de densification, ben il y a des gens et il y a des très bonnes discussions, ceci étant dit, sur où on doit aller et comment on doit le faire. Fait que c'est à ce niveau-là, ça évite les erreurs de devoir rattraper parce que les enjeux sont adressés en début de réflexion quand il y a des grands projets de développement. Et puis, jusqu'à date, ça porte ses fruits. Je pense qu'on s'entend tous aussi que on veut avoir un milieu de vie, même au niveau économique, qui mélange un peu. Il y a personne qui aime ça vivre dans un espace juste bétonné, qu'il n'y a rien d'autre. On veut vivre un peu avec la nature, même si ce n'est pas dans une forêt, on veut vivre avec un espace boisé du moins qu'on puisse être sentiment d'être dans la nature.
J'aime ça que tu parles un peu, on parle de mélanger certaines luttes sociales et environnementales. Là, on parle beaucoup de crise du logement ces temps-ci, donc je sais que c'est un sujet qui fait beaucoup discuter, les logements sociaux. Comment on fait parce que là, on s'entend que là, on veut plus de logements. Donc, nécessairement, il faut plus de logements. Et il faut nécessairement aller sur un territoire pour les prendre, ces logements-là, ou les construire, bref. Comment on fait pour pallier ces deux crises-là ensemble pour que ce soit une crise qui va vers un chemin, un but commun, tu sais? Là, on s'entend que c'est un sujet qu'on peut écrire une thèse de doctorat là-dessus. Est-ce que je veux dire, c'est comme rapidement, tu sais? Je vais me permettre, Madeleine, si tu es d'accord. J'arrive du congrès de l'Union des municipalités du Québec, qui était la semaine, qui était mi-mai. Et l'enjeu principal, le centre de discussion et le discours du premier ministre et de la ministre des Affaires municipales et tout ça, ça tournait beaucoup justement alentour de cette dynamique-là de densification. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a multiples façons de densifier. On ne parle pas ici nécessairement d'être obligé de faire des tours. Il y a de la densification douce qui peut être faite de différentes façons. Évidemment, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites. Il y aura encore des bungalows à Granby. Mais l'axe de développement où on veut vraiment densifier principalement le centre-ville, ça a été dit et ça va être redit. On veut trouver une façon de ramener des gens au centre-ville. On veut trouver une façon de travailler au niveau de l'accès, de la proximité des services. Granby grossit beaucoup et Granby va continuer à grossir. Il y a encore, selon nos estimés, d'ici une quinzaine d'années, Granby aura plus de 80 000 de population. Ça va devenir, c'est la 16e ville en importance au Québec en termes de population. Il y a beaucoup de choses qui doivent être faites, mais ce qui est important de retenir, c'est que la densification ne doit pas se faire au détriment de la qualité du milieu. Fait que nous, ce qui est important, puis Mme la mairesse et l'ensemble du conseil, on est tous à la même place là-dessus. On veut s'assurer, quand je disais plutôt le qualitatif versus le quantitatif, c'est important que les gens de Granby, même s'il y a des tours, des tours ou des logements plus haut en hauteur, faut qu'il y ait des espaces verts qui s'y rattachent, il faut qu'il y ait une dimension de qualité de vie qui s'y rattache. Et ça, c'est primordial au niveau de la réflexion. Et il y aura, ça a été annoncé, il y aura une politique d'habitation qui va être mise de l'avant, qui est à ses premiers balbutiements, mais qui va progresser, qui sera présentée en 2023, parce que c'est important qu'on prenne le temps aujourd'hui, à un moment charnière de notre histoire, pour bien faire les choses. Comme je vous dis, il reste très peu d'espace à développer. Alors donc, le peu d'espace qui reste à développer, il faut bien le faire. Puis pour bien le faire, il faut avoir un plan précis et c'est sur quoi le conseil travaille. Puis c'est le fun parce que, vous l'avez dit, qualité de vie, ça vient avec les milieux naturels. On peut pas, éventuellement, une ville qui en a plus, il n'y aura plus de qualité de vie. Donc, en ayant cette mentalité-là, on se permet de se dire que le plus de milieux naturels possible vont être conservés. Mais j'aimerais ça entendre ton avis, Madeleine, avec, mettons, on met ton chapeau de quelqu'un qui est dans le milieu citoyen, tout ça, puis quand, mettons, tu dis comment que la ville peut travailler avec vous, mettons, qu'est-ce que toi, tu aimerais avoir de ton côté, parce que, tu sais, il y a beaucoup de comités qui sont faits, mais toi, mettons, pour toi, c'est quoi ton but final? C'est quoi comme que tu aimerais avoir comme qualité de vie à Granby, qui est parlant de qualité de vie? C'est pas pareil. Cette définition-là n'est pas pareille pour tout le monde. Puis, toi, mettons, Madeleine, je te dis, toi qui t'impliques beaucoup, c'est quoi que tu aimerais avoir? Un des trucs qu'on entend ces temps-ci aussi, c'est l'accès aux milieux naturels, les milieux naturels qui appartiennent à tout le monde. On entend ça, entre autres, je sais qu'il y a des partis au provincial qui ont annoncé que c'était ça dans leur plateforme. C'est sûr que nous, en plus d'avoir les milieux naturels protégés, ce qui est la meilleure chose, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut faire en sorte pour que les gens qui vont vivre éventuellement dans le centre-ville, y aient accès à ces milieux-là, puis qu'ils en aient accès le plus proche possible de chez eux, parce que c'est dommage, mais encore là, dans certaines régions, il y a des gens qui sont obligés de prendre leur auto pour aller marcher dans un milieu naturel. Ça, c'est un problème, mais il faut savoir. Avec les transports en commun, par exemple, on va pouvoir se rendre peut-être dans des milieux naturels. Fait que c'est toujours ça, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut rendre public un peu ces espaces-là.
comme on voit dans le CINLB à Granby, c'est un très beau milieu, puis c'est le fun parce que les citoyens sont invités gratuitement à aller le visiter. Le Boisé Minor aussi, c'est ça. Je vais complémenter la réponse de Madeleine en disant qu'il y a quelque chose qui est important par rapport à la capacité qu'une municipalité doit se donner par rapport à sa capacité financière. On l'a vu, je pense que ça a été un des bons coups du dernier quart de siècle, sinon plus à Granby, qui a été l'achat des terres mineurs et la préservation du boisé mineur. La ville de Granby, on l'a vu avec les terres chasse-cour, plus récemment, en début de notre mandat, ce qu'on a décidé de faire pour la protéger. La ville travaille très, très fort dans une optique de saine gestion pour se donner des marges, pour être capable de poursuivre ça. Il y a des milieux qu'on souhaite protéger et pour y arriver, ben il y a inévitablement une obligation d'être capable de se les payer. Puis quand je reviens à ce que je disais plus tôt, les citoyens ne sont pas tous à la même place par rapport à ça. Fait qu'il y a beaucoup d'éducation, de sensibilisation qui doit être faite au sein de la population sur les avantages pour une municipalité d'acquérir et de protéger les milieux. Je me le permets, Paul. À peu près toutes les études sont d'accord à dire que quand un milieu est plus dense, il est beaucoup plus rentable pour une municipalité. Dans ce sens-là, si tu dis capable de te payer un boisé naturel, ça irait avec la densification puis de rendre une ville qui est plus dynamique. Mais je pense qu'il y a quand même de quoi avoir oui, il y a un certain coût en capital à mettre à faire des gros projets, mais si tu regardes à long terme, si tu veux protéger les boisés, c'est en densifiant que où est-ce qu'on a déjà bâti, Absolument. Plus qu'en disant on va faire un nouveau développement qui va nous donner des revenus, mais qui va nous faire protéger plus. J'ai l'impression que ça serait comme un cycle infini de... Ouais. Bien, il y a plusieurs choses. C'est quand on parle de densification, évidemment, il y a des... on l'a vu, il y a des dossiers, puis il y a des dossiers, exemple à Cresswell, ça a été parlé amplement, le conseil municipal. Puis là, j'essaie de ne pas trop ramener ça à Granby pour garder l'intérêt des gens de la région, mais que tout le monde comprenne. Il y a des enjeux importants de ce qu'on doit faire au niveau des investissements pour faciliter la construction de logements abordables, faciliter la construction d'habitations à loyer modique et tout ça. Et tout ça dans un souci aussi de protéger les milieux à valeur écologique importante. Fait que c'est sûr que de densifier le centre-ville, la beauté, c'est que ça coûte moins cher les entretenir. C'est sûr que de développer des nouveaux quartiers, c'est extrêmement coûteux de passer les infrastructures. Malheureusement, on a vu dans bien des cas que pour développer des quartiers historiquement, on a passé dans des milieux humides, on en a détruit. Détruire en se disant « je vais le reconstruire », c'est pas la recette, c'est pas la façon de faire. Ceci étant dit, des fois, il y a des choses qui arrivent. Des fois, c'est la seule solution potentielle que tu as quand tu... Et c'est là que l'enjeu du politicien, ça devient compliqué de trouver l'équilibre et de bien faire les choses en sachant que damn if you do, damn if you don't, comme on dit en français. Fait que c'est ça. Fait que c'est malheureusement, on prend des décisions difficiles, mais il y a des informations que, comme élu, on a avec une compréhension des enjeux globaux qui dépassent généralement certaines problématiques du quotidien. Je pense que ça vient aussi à une réflexion. On se pose souvent la question, c'est sur quoi l'importance du milieu dans lequel on vit. Puis c'est surtout, c'est pas le provincial, c'est pas le fédéral, c'est dans nos villes qu'on habite. Et donc, comment est-ce qu'on aménage le territoire pour que notre qualité de vie soit la meilleure? Je pense qu'il y a juste les villes qui peuvent gérer cette qualité de vie précise-là par rapport à leur aspect local. Puis d'ailleurs, c'est comme, nous aussi, on en parle de l'urbanisme, comment c'est important que notre milieu de vie soit justement, qu'il y ait des arbres, qu'ils soient végétalisés, qu'on ait de l'ombre, qu'il y ait des parcs, qu'il y ait des ci, qu'il y ait des ça. Mais comment on fait pour rendre ça accessible, pour que les gens, ça les intéresse, puis justement, les gens puissent aller, tu sais, sans dire ça, mais faire un peu de pression, faire un peu amener les gens à vouloir avoir plus d'espace vert et tout ça. Comment on fait pour rendre ça plus accessible? Il y a tellement de sensibilisation à faire, puis autant... La sensibilisation va du fait que les gens qui ne veulent pas en avoir, il faut qu'ils comprennent c'est quoi les bénéfices d'avoir un milieu naturel, puis les coûts qui sont déversés par les municipalités, ça a raison d'être, autant ces gens-là, autant que de l'autre côté de la médaille, on en parlait tantôt,
Mais quand il y a des nouvelles qui sortent de déboisement ou de projets immobiliers, il faut savoir qu'il y a tout un processus de réflexion derrière ça, puis il faut que les citoyens soient au courant. Puis c'est pour ça que c'est important la transparence, parce que souvent, il y a certaines personnes qu'on ne peut pas leur en vouloir, ils vont se retrouver avec juste un titre d'article, puis ils ne sont pas portés à aller le lire, puis il faut arriver à démontrer tout le processus qui fait en sorte que, ben oui, aujourd'hui, on n'a pas eu le choix de prendre cette décision-là, puis une autre fois, ça sera une autre chose, puis pour éviter la haine des deux côtés, ben c'est ça, faut l'accès à l'information, c'est important, puis c'est pas tout le monde qui vont aller prendre le temps d'aller sur le site de la ville puis d'aller voir toutes les conseils. Presque personne en fait. Ouais, tu dis pas tout le monde, c'est presque personne. Non, c'est l'importance des médias, l'importance des réseaux sociaux. Oui. Il y a deux côtés. Un côté, on n'aime pas ça que les gens envoient des messages de haine quand tu fais des projets comme ça, mais de l'autre côté, on aime ça aussi que les gens sachent ce qui se passe. Fait que c'est comme un balancier. Il y a quelque chose d'important, puis c'est vrai qu'au niveau de l'habitation, puis de la qualité de vie, puis des espaces de vie, que ce sont des responsabilités qui incombent au milieu municipal. Ceci étant dit, les municipalités sont régies par la loi dictée par le ministère des Affaires municipales aussi. Fait qu'il y a on a les coups des franches jusqu'à un certain point. On a aussi des comptes à rendre. On doit fonctionner à l'intérieur de la loi des cités et des villes. Fait qu'il y a un cadre qui nous régit, qui est important à comprendre. Fait que même si on dit que oui, effectivement, ben, juste au niveau de l'affectation des sols puis des modifications des règlements de zonage, ben, il y a des décisions qui se prennent dans une municipalité, mais qui doivent être approuvées par la MRC. Fait que, c'est toujours, dites-vous toujours que c'est plus complexe que vous pensez. Ça. Il y a beaucoup plus d'étapes que vous pensez, mais je vous assure d'une chose, parce que je le vis au quotidien, les gens qui sont là sont bien intentionnés dans le désir de faire les choses correctement. Je pense, je suis convaincu d'être entouré, non pas juste sur le plan politique, mais sur le plan de la machine municipale, de gens qui ont le souci de demain, des gens qui veulent bien faire les choses. Et on est en train de développer les villes pour vos enfants à vous. Fait que c'est ça. C'est absolument. Mais c'est une chose, là, c'est que quand tu te mets à aller sur l'urbanisme, tu lis des livres, tu remarques, mon Dieu, j'en reviens pas que quelqu'un peut aimer le type. Là, je m'excuse aux gens, mettons, qui viennent de Le Brossard ou les banlieues proches. Mais c'est pas beau là, pour la plupart. Tu sais, ça a été mal développé, ça a été mal fait. Mais comme souvent, ce que je trouve, c'est comme ça, on va bien développer ce qui reste. Puis je suis comme, dans ces coins-là, bétonner, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qu'on a déjà? Un peu de vision, plus que juste, qu'est-ce qu'on va faire dans les nouveaux quartiers, mais qu'est-ce qu'on fait avec les quartiers existants? Puis ça, pour moi, c'est quelque chose que, mettons, je trouve que dans les Amis des Boisés, je trouve que vous l'avez bien, c'est que vous vous attaquez pas juste aux Boisés, mais vous allez plus dans la ville de Granby, qu'est-ce qui peut se passer? Puis j'aimerais ça que tu m'expliques un peu la philosophie derrière le fait de... Tu sais, avant, vous étiez juste Kévillon. Avant, vous étiez juste les Amis. Puis vous avez changé un peu. Puis moi, cette philosophie-là d'avoir changé de comme précis à plus large à Granby? C'est de réaliser qu'il y avait plus de citoyens qu'on pensait qui étaient intéressés par cet enjeu-là au travers de la ville. Puis récemment aussi, il y a des gens qui, comme tu dis, qui étaient dans des quartiers qui n'en ont plus d'armes, puis qui sont aussi inquiets de savoir qu'est-ce qu'on peut faire. T'sais, moi, j'ai acheté cette maison-là, puis je veux pas nécessairement me rendre au Boisé Minor, par exemple, en auto. Comment est-ce que je fais pour profiter de la nature? Il y a plein de petits espaces verts à Granby, puis quand on n'a pas le choix de reverdir, c'est ça, on essaie de démontrer aux gens qu'on peut verdir ses propres terrains, puis qu'on peut... il y a eu le défi Pissenlit, par exemple, à Granby, c'est de dire, même chez toi, tu peux réussir à faire une différence, puis tu peux les mentalités sont à changer, c'est sûr. Même à petite échelle. De comme qu'est-ce qu'on a déjà, au lieu de juste qu'est-ce qu'on protège. Puis il y a eu beaucoup de villes au Québec, c'est vrai en Haute-Yamaska, mais vous l'avez mentionné, que ce soit Brossard ou ailleurs, là, pour ne pas les nommer, ça peut être Trois-Rivières. Je suis désolé, le monde de Brossard, je suis vraiment désolé. S'il vous plaît, pas de lettre de haine. Cherchez Félix, son adresse est là. Ceci étant dit, il
y a des choses intéressantes. Je reviens à la conférence du premier ministre Legault au congrès de l'UMQ. Ils ont annoncé vouloir donner des droits importants aux municipalités par rapport aux droits de préemption, etc., parce que inévitablement... C'est quoi le droit de préemption? C'est le droit qu'une municipalité peut avoir pour acquérir des terrains, etc., pour repenser comment on va redévelopper des secteurs qui ont été développés. Fait qu'il y a des secteurs dans beaucoup de villes au Québec qui ont manqué d'amour, qui ont mal vieilli à travers les années, on s'entend. Ceci étant dit, à partir du moment où on n'a plus de terrain à développer, il va falloir penser à redévelopper. Et puis, à ce moment-là, bien, on a des obligations aussi de refaire ou de revoir. Puis, il faut s'inspirer. Puis je suis content parce qu'on a cette réflexion-là à la ville de Granby, mais lorsqu'il y a des projets qui sont à l'étude, on voit des meilleures pratiques qui se font, mais à l'extérieur du pays aussi. On voit des beaux projets de logements sociaux, à titre d'exemple, qui se font en intégration avec l'environnement en Finlande ou ce qui se fait ailleurs. Et puis, ça nous permet... Bon, l'avantage, c'est de voir un peu c'est quoi qui se fait de mieux ailleurs aussi. Et puis, ça, je trouve ça encourageant. Puis je vous dirais que c'est probablement la partie de mon mandat que j'apprécie le plus, de penser ce que sera la ville de demain. Et puis, avec les enjeux que sont les nôtres, là, de prendre tout ça en considération, c'est un sapristi de beau défi. C'est vraiment la ville, au final, qui devient un foyer pour lutter contre le changement climatique, mais aussi pour s'adapter au changement climatique. Puis ça, c'est important. Les gens qui habitent ici, on veut plus d'ombre, on veut des espaces où que les gens ne vont pas être affectés notamment par les canicules, des choses comme ça. Je pense qu'on a quand même fait un tour du sujet assez large. Oui, dans le fond, on est rendu à la partie de dilemme de l'émission. Mais moi, vous le savez, écoute, je suis un gars qui adore faire des dilemmes. Écoute, moi, c'est comme ça que je vis. On a des bons dilemmes pour vous aujourd'hui. Donc, en premier, là, c'est philosophique, OK? Fait que répondez philosophiquement, c'est pour vous. Donc, vous avez le choix en deux situations. Soit que vous sauvez un boisé près de chez vous, fait que canton de l'Est, vraiment proche, OK? Mais qui va en faire déboiser un autre à 1000 km de chez vous. Est-ce que vous le faites ou non? Madeleine en premier. Félix, j'aime beaucoup son dilemme. Par contre, je trouve qu'il y a un peu de manque d'informations dans le sens... C'est un boisé équivalent. Équivalent? Équivalent. Fait que, mettons, c'est un boisé qui est, je sais pas, moi, 1000 hectares. Ben, c'est un boisé de 1000 hectares. Mais 1000 hectares de quoi? C'est là qu'on parle de caractérisation. Il faut savoir qu'est-ce que tu veux dire. Là, je me fais avoir à mon propre jeu. C'est quoi cette affaire-là? Hey, je me suis fait avoir. My God! Ah! Qu'est-ce que je fais avec ça? Je te dirais, Félix, je vais engager des experts pour répondre à ta question, puis je vais faire des caractérisations, puis je vais m'assurer quels sont les services écologiques offerts par les deux boisés, équivalents en grandeur. Équivalent en tout. Moi, mon point, c'était à quel point tu es prête à, mettons, favoriser proche de chez toi pour quelque chose. C'est souvent un dilemme qu'on a à faire, dans la consommation, mettons, si on veut quelque chose de moins cher, souvent, ça va être plus difficile pour les autres, puis ça va au même point pour l'écologie, tu sais. Puis c'est un peu une question de tourner dans le sens de comment qu'on gère la localité par rapport à la globalité. Oui, je suis d'accord. Madeleine, elle répond comme une politicienne, mais c'est lui qui est supposé répondre. C'est lui qui est supposé répondre comme ça. Non, mais regarde, moi, c'était parfait, ça. Non, j'aime vraiment pas ta question. Je voulais juste te dire ça. Dans la mesure où tu fais pas quelque chose... deux négatifs ne font pas un plus. Non. Tu sais, fait que dans un dossier comme ça, c'est vrai que ce que Madeleine dit par rapport à étudier de façon indépendante la valeur écologique d'une terre par rapport à l'autre, à la base, on revient à ce qu'on a dit plus tôt dans l'entrevue, c'est si c'est possible de le sauver à la base, sauvons-le à la base. Si c'est possible de le développer autrement et de ne pas y toucher, c'est l'option à considérer. Ceci étant dit, dans les deux cas, il n'y a aucun cas qui est avantageux. On n'a pas à sacrifier une terre pour un autre. Fait que j'espère que ton deuxième enjeu est plus intéressant. Ah, bon, OK. On attend que le podcast... Hey, boy! OK. Bon, ben là, je pense que le premier sujet, on s'est fait un peu plus laver. On va y aller. On va y aller pour le deuxième. Selon moi, il est quand même bon. Ouais. Donc, soit que toutes les villes, mettons, on parle du Québec, par exemple, toutes les villes vont être un peu boisées, piètrement boisées. Tu sais, c'est comme normal, tu sais. Ou une sur deux, une est extrêmement végétalisée, là, c'est genre la forêt amazonienne, puis l'autre, c'est juste du béton.
Qu'est-ce que vous préférez dans ce développement-là? Est-ce qu'on devrait être un peu partout ou beaucoup, pas beaucoup? Je vais commencer, moi, avec ça. Et je pense que dans tout, que ce soit sur le plan écologique ou sur le plan du développement, ce que nous devons aspirer collectivement, c'est à l'équilibre. On doit trouver une façon de faire les choses qui ne vient pas mettre en péril quelque chose d'autre. Évidemment, faire 1 sur 2, c'est un modèle qui ne peut pas fonctionner dans la mesure où chaque milieu a besoin d'un équilibre. On doit avoir du développement. C'est ça qui se faisait avant aussi, Ouais. du 1 sur 2. Là, on voit que les personnes dans la ville bétonnée vont devoir faire des kilomètres et des kilomètres pour se rendre au point A pour avoir ces services-là. C'est comique parce que votre question, en même temps, reflète un peu ce qu'on a vécu avec la pandémie. Oui. Fait que dans le fond, on a vu l'avantage que nous avons, nous, en Haute-Yamaska, puis là, je dis en Haute-Yamaska parce que c'est vrai, hein? Parce que, puis à Brome-Missisquoi également, bonjour les gens de Brome-Missisquoi. Fait que, ceci étant dit, ce qui est important de comprendre est la valeur ajoutée de où on vit et la chance qu'on a de vivre où on vit. On l'a vu, les gens ont voulu se donner de l'espace, ont voulu se donner de la qualité de vie, ont sorti des régions urbaines densément peuplées parce qu'il y avait besoin de retrouver cet espace et cette qualité de vie-là. Fait que je pense qu'on a un petit avantage concurrentiel, on le voit, à nous maintenant de le préserver, en sachant qu'on est rendu la saveur du mois, puis que tout le monde veut venir chez nous, avec la pression que ça met sur le logement, avec tout ce que ça implique aussi sur la hausse des prix. C'est pour ça qu'on revient à l'équilibre. Je pense que dans tout ce qui doit être fait, et c'est ce qui doit motiver les politiciens à long terme de trouver un juste équilibre entre les services, ce qu'on facture en taxation, ce qu'on taxe nos citoyens pour y arriver, parce que, je reviens toujours à la même chose, c'est pour vous, c'est pour ceux qui s'en viennent. C'est pas pour moi aujourd'hui que je fais ça, c'est vraiment parce que nos actions vont porter fruit dans 10, 15, 20 ans. C'est aujourd'hui que ça se passe. Parfait. C'est sûr, comme on a mentionné, ça serait bien de vivre dans la forêt amazonienne, tout le monde, ensemble, mais je reviens à l'idée de Paul que... Toi aussi, tu boises un peu partout. Mais oui, l'équilibre, c'est ça qu'on disait, l'accès à tous. Ouais. Donc, sur ces belles discussions vraiment intéressantes, je remercie vraiment nos invités, Paul Goulet, conseiller municipal Grenby, Madeleine Gauthier, multi-instrumentaliste, citoyenne de Greenvienne. Voilà, donc encore une fois, merci. On peut encore nous suivre sur toutes les bonnes plateformes de podcast, sur vidéo, sur audio. Si vous êtes sur vidéo, vous pouvez voir mon beau chandail thématique arbre. Sinon, vous pourrez l'imaginer. Félix, tu veux nous lancer les invitations? Oui, pour le 3e épisode, on vous amène au Sanctuary Safe à Eastman pour parler des modes d'alimentation alternatifs comme le végétarisme, le véganisme, qui est l'impact sur les environnements. Ça va être intéressant. Je vous conseille sincèrement d'écouter l'émission, s'il vous plaît. Là, regardez, je vous le conseille, s'il vous plaît, aidez-nous. Écoute, regarde, il faut bien, là, regarde, c'est ça qu'il faut. Fait que je suis vraiment content, mais merci beaucoup d'avoir écouté, puis merci beaucoup de la discussion. Merci. Merci à la prochaine, vous. bye. Merci.